C'est bon, ça rec. Ok. Salut les amis. Salut! Bienvenue dans ce nouveau format vidéo. Un format, vous verrez, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de produire sur la chaîne. On avait envie avec Julie de faire quelque chose d'un petit peu plus informel. On s'est rendu compte que beaucoup d'entre vous, vous posez énormément de questions sur nous. Et c'est un petit peu le but de cette vidéo. Donc on espère que ça va vous plaire. Alors vous allez voir, vous allez passer la soirée avec nous, alors presque au coin du feu, on va dire au coin de la lampe, tempête. En tout cas, il va y avoir plusieurs moments dans cette soirée. On va notamment répondre à des questions que vous, les abonnés, vous nous avez posées. On va aussi avoir des moments un petit peu plus confidence, voilà, où on va se confier à vous, ou peut-être on aura l'occasion de se confier l'un l'autre, qui sait. Et puis, il y aura aussi une histoire, évidemment, une histoire que je vais vous raconter, un thread paranormal que je vais vous raconter tout à l'heure. Donc on va commencer par répondre à certaines questions que vous nous avez posées. Le thème de ces questions, c'était SXZ et vous. Alors il y aura des questions qui seront adressées à Julie et moi, parfois seulement à Julie et parfois seulement à moi. Ok. La première question, elle nous concerne tous les deux. Racontez-moi la naissance de Spirit Experience, le déclic qui vous a amené à sa création, etc. En bref, la genèse de cette incroyable aventure. Déjà, on va prendre un petit coup de vieux derrière les étiquettes, mais SXZ, c'était le début il y a combien de temps maintenant? Je les compte même plus les années, je dirais peut-être 8 ans à peu près. Franchement, je pense que ça doit faire bien 8-9 ans. Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que ça fait un moment qu'on dit que ça fait 8 ans. C'est vrai, on compte tellement plus les années maintenant. Ouais. Donc, on va dire 8 ans, on va rester sur cette ligne-là. C'est le hasard des choses qui a fait que il y a un ami qui nous a contactés, tout simplement. Un ami qui a déménagé au fin fond de la campagne, à presque une heure et demie de Dijon. Ouais. Il a acheté une super vieille maison et il était en train de la retaper depuis un moment, en fait, quand il nous a contactés. Il savait qu'on était passionné de paranormal, Mathieu. Oui, c'est ça. Mais on lui en avait jamais vraiment parlé à Mathieu parce que c'est le genre de personne qui aurait, je pense, ri de nous par rapport à ça. Et vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans ce cas-là. Il y a beaucoup de gens qui croient au paranormal, mais qui n'en parlent pas parce que forcément, on est très vite jugé quand on s'intéresse à ce domaine. Et donc, Mathieu faisait partie de ces gens, je pense, qui nous auraient jugés si on lui avait un petit peu parlé de ça. Et c'est pour ça qu'on lui en avait absolument pas parlé. C'est quelque chose qu'on avait tenté d'évoquer, mais on avait vu dans ses yeux que ça l'amusait plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. Et puis finalement, ça s'est fait un petit peu au hasard. Un jour, j'ai partagé sur mon mur Facebook perso une enquête d'un enquêteur en paranormal. Okay. Et c'est là que tout a commencé en fait. C'est lui qui a pris l'initiative de nous contacter parce que lui vivait des choses qu'il n'expliquait pas. Et c'est là que tout a commencé finalement. Il nous a dit, si vous aimez les phénomènes paranormaux, venez à la maison, vous allez être servi. Tu t'avais pris rendez-vous, enfin vous aviez arrêté un déjeuner, donc un repas le midi, c'était l'été. Et en fait le midi on mange, tout ça, bon. Il y avait rien qui s'était passé. Ils nous ont raconté des trucs. Oui, ils nous ont raconté, Ils nous ont raconté des trucs. Bon, ok, très bien. Mais nous, il s'est rien passé sur place. Et puis c'est en soirée que ça a commencé ça a commencé à s'activer un petit peu. Moi, j'ai commencé à entendre du bruit dans la cuisine, alors qu'il y avait personne. J'avais jamais entendu ce bruit-là dans la cuisine. Il y avait personne dans la cuisine et j'avais jamais entendu aucun bruit dans la cuisine sans qu'il y ait quelqu'un dans cette pièce. Donc j'étais hyper surprise et en fait il y a la femme de notre pote qui a vu que j'étais interrogative par rapport au bruit. Enfin je regardais dans la direction de la cuisine et là elle a croisé mon regard et elle m'a fait. Et c'est là que on a compris qu'effectivement ça commençait à s'activer un petit peu. Alors peut-être qu'ils ont compris qu'on était là pour eux ou je sais pas et ils ont fini par commencer à s'activer. Mais bon voilà, et c'est suite à ça où j'ai commencé effectivement, comme l'a dit Julie, à établir dans ma tête un petit scénario pour qu'on puisse, entre guillemets, profiter de cette occasion qu'on avait pour une fois de vivre des phénomènes vraiment particuliers. Et j'ai pris la décision de dormir sur place. Et c'est de là que tout est parti. Vous voyez, des fois, les amis, ça se joue à pas grand-chose. Une aventure comme celle-ci, elle s'est jouée finalement à... on dort là ou pas. On dort là ou pas, ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est dans la nuit, clairement, que là, ça a été vraiment... j'entends des chuchotés.
toi, tu entendais des pas. J'entendais marcher, moi. Ouais. Autour du lit, ouais. Ouais, c'est ça. Et moi, j'entendais chuchoter, quoi. J'entendais chuchoter dans le couloir alors que tout le monde dormait. Et au bout du compte, en plein milieu de la nuit, quand on avait plus ou moins réussi à somnoler, on va dire, moi, j'ai entendu un cri, une plainte loin et près en même temps. Le son, c'était hyper bizarre. Il n'était pas distordu, mais il y avait une réverbe qui faisait qu'on n'arrivait pas à localiser ce son. Moi, j'ai fait comme si il s'était rien passé. Clac, j'ai fait le coup de la couette, qu'on tire un peu plus. Je me suis tournée et basta. Et le lendemain, c'est le lendemain en fait c'est le lendemain quand on s'est réveillé, quand on a vu qu'on était réveillés tous les deux, qu'on s'en est parlé tout de suite. En fait, je t'ai demandé, non, c'est toi qui m'as demandé. C'est moi qui t'ai demandé, ouais. Tu m'as dit, est-ce que t'as entendu, et j'ai fini ta phrase. Ouais, c'est ça. Voilà. Le hurlement dégueulasse en plein milieu de la nuit. Ouais. Et là, c'était banco, quoi. Et c'est de là que tout est parti. C'est là où ça nous a décidé à nous lancer. Vous voyez, ça, c'est pas joué à grand chose. C'est ça. Bon, on va se mettre bien quand même, on n'est pas des sauvages. Julie a opté pour du cidre. J'aime beaucoup le cidre parce que, alors bon, je connaissais évidemment parce que je suis une grosse fan de crêpes, donc voilà. Vous saurez, pour mon anniversaire, ma mère me faisait un gâteau de crêpes, voilà. Donc forcément, je connais le cidre, mais là où j'ai découvert l'essence même du cidre, voilà, sous son vrai aspect de cidre brut, bien entendu. Ouais, t'en fais un peu beaucoup là, mais oui. C'est en Écosse. En fait, on est parti en Écosse, on était prestataire sur une espèce de, on peut appeler ça un ghost tour, un ghost tour, ouais. Et là-bas, ils ont du cidre à la pression. Ouais. Mais c'est incroyable. Ils ont des tireuses, du cidre en fût. Voilà. Du cider. Ouais. Du hard cider. Hard cider. Ouais. C'est comme ça que ça se dit. Cidre brut, hard cider. Hard cider. Franchement, et au début, j'étais là, mais c'est quoi hard cider? Mais c'est quoi ce truc-là? Moi, je veux de la bière. Ouais. Et en fait, je sais pas, un soir, pas fait comme un autre, j'ai testé le hard cider. C'était exceptionnel. Bon, allez, santé. À consommer avec modération, bien sûr. Santé, bien entendu. Et santé, les amis. Voilà. Deuxième question. Cette fois-ci pour Julie. Ok. Quelle enquête a le plus mis à rude épreuve tes connaissances / réflexes de scientifique, entre parenthèses, saleté, bactéries, etc. Ah, d'accord. Sous ce jour-là. Ouais. J'hésite parce qu'il y a un truc que je supporte pas non plus, c'est quand il y a des fringues au sol. Et marcher sur du tissu, des machins, ça me dégoûte parce que j'ai toujours peur de me récupérer des puces de lit ou je sais quoi. Il peut y avoir des insectes, des rats, il peut y avoir... quand tu marches, je pense que tu as toute la poussière, c'est horrible. Qui remonte. Ah franchement, Bon, la régale de riz. Ah ouais. Ah bah parce que le truc, il était blindé de champottes. Ah bah oui, il y avait toute une aile. Il était attaqué par la mérule, je crois. Ben oui, je crois, ouais. Ah mais purée, mais franchement, sans déconner, t'as l'impression que... Enfin, c'est vivant, évidemment c'est vivant, mais t'as l'impression que c'est un organisme complexe qui avec des veines sur les murs, c'est dégueulasse. Ouais. Et là, on était allé avec des masques, parce que franchement, non mais c'était chaud. Non mais sans déconner, c'était chaud ce spot. Et c'est pour ça aussi qu'il avait été en grande partie laissé à l'abandon si longtemps, c'est que le machin, il était contaminé par un champignon qui bouffait tout, tout. Et ouais, non, mais ça m'avait... Oh là là, c'était horrible. Franchement, c'était tapis. C'était tapis. Il y avait des pans de mur. Franchement, je sais pas si tu te rappelles. C'était... Et puis, je veux dire, c'est pas juste... C'est une couche hyper épaisse, quoi. C'est dégueulasse, et là, je me disais, je voyais les trucs dans mon nez qui rentraient comme ça. Là, oui, parce que les masques qu'on avait, c'était pour la déco, en vrai. Ça limitait un peu, mais... Ouais, c'est pas des masques filtrants à ce point-là. Bon, alors les bactéries, c'est plus gros que les virus, mais c'était compliqué. De toute façon, c'est toujours un peu compliqué en urbex pour moi. Mais j'essaye de me soigner. Allez, fais péter un petit peu, là, parce que moi, j'ai trop faim. Je vais remettre le truc, parce que j'ai pas envie que les bêtes, elles rentrent dedans. Bon, les amis, on ne sait pas si vous avez tous vu, mais à partir du 12 septembre, il y a une nouvelle émission qui a généré une nouvelle chaîne pour Spirit Experience. Oui, c'est vrai. Qui s'appelle Nico et Julie Paranormal. Donc, tous les jeudis soirs de 22h à 23h, on a une émission de libre antenne sur 8 FM et sur Vibration.
Et cette émission sera disponible en replay vidéo sur la nouvelle chaîne. Sur la chaîne secondaire. Qu'on vient de mettre en place. Nico et Julie Paranormal. Si vous n'avez pas vu, eh bien, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre cette nouvelle aventure. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez vécu des expériences paranormales et que vous souhaitez nous les partager, vous pouvez nous écrire directement à nicoetjulieparanormal@gmail.com. Et si votre témoignage est sélectionné, eh bien, on vous renverra un petit mail et puis on s'organisera un petit rendez-vous téléphonique pour que vous puissiez nous raconter tout ça directement à l'antenne. Troisième question. Cette fois-ci, toujours pour nous deux. Si vous pouviez revivre une enquête passée avec la magie et le regard de la première fois, mais avec vos connaissances actuelles, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Alors, je ne sais pas si on aurait la même réponse tous les deux, mais puisqu'on en parlait juste avant, pour moi, c'est clairement la première enquête, la toute première enquête, parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ce que j'ai vécu là-bas, ça a été déformé, peut-être par mes attentes ou peut-être par pas mes idées de l'époque, mais mes préjugés de l'époque en rapport avec le domaine. Je ne sais pas si aujourd'hui, avec mon œil un peu plus expérimenté qu'à l'époque, j'aurais ressenti et vécu les mêmes situations là-bas. C'est ça que je me pose comme question. Donc pour moi, clairement, c'est cette toute première enquête que j'aimerais refaire. Et moi, il y a un lieu qui me tient à cœur parce que ça a été une émotion forte pour moi de me trouver là-bas. C'était dans les premiers temps où on commençait l'Urbex, c'était avec Lucille, je me rappelle, et c'était le premier sanatorium qu'on a fait. Enfin, c'était colossal, quoi. Ce lieu, mais il était immense, le plus grand sanatorium de France, le plus grand en termes de taille de bâtiment. Et puis, voilà, on était encore dans nos débuts, on était quand même bien équipés, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. On n'avait pas la même pratique, on n'avait pas les mêmes automatismes et la même expertise. Je me permets de dire expertise, mais... Ouais, c'est un peu pompeux, expertise, mais il n'y a pas d'autre terme. C'est histoire, enfin là, comme ça, je trouve pas d'autre mot, mais on n'avait pas la même expertise à l'époque que maintenant. Et donc, ça, et puis, je sais que c'est un lieu qui n'est plus praticable. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'adorerais refaire. Et en plus, on a loupé la morgue, quoi. Enfin, on a loupé la morgue, c'est vrai. Merde. Alors, question 4, cette fois-ci pour Nico. Quel serait ton rêve ultime pour SXZ, son avenir, etc. Je ne sais pas vraiment s'il y aurait un rêve ultime. Peut-être arriver à en vivre déjà, ce serait déjà exceptionnel. Encore une fois, on se rappelle un petit peu d'où on vient et les buts qu'on avait au moment où on a sorti la chaîne. Et c'était pas du tout ce but-là. Non. Ça s'est imbriqué comme ça avec le temps parce qu'on a vu que ça fonctionnait, parce qu'on y mettait beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Et que forcément, quand on fait les choses avec le cœur, je pense que ça ne peut que marcher. Quand on est suffisamment lucide pour admettre ses erreurs aussi. Il faut admettre quand on fait des erreurs, et on en a fait. Et on a appris tout le long, pendant toutes ces années, toutes ces enquêtes, j'avais un but. La vidéo d'après, je voulais toujours qu'elle soit meilleure que la précédente. C'est vrai. Et j'avais toujours ce leitmotiv et ce but à chaque fois que je montais une vidéo. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce que j'avais aussi cette volonté absolue de vouloir faire mieux. Je pense que le pari a été gagné largement. Oui, parce qu'aujourd'hui, je suis toujours très fier de mon travail. Mais de toute façon, pour moi, encore aujourd'hui, je trouve que on arrive à faire crescendo. Encore aujourd'hui, Tu as été de toute façon le moteur de cette excellence dès le départ. Alors, excellence, c'est un petit peu exagéré. Mais cette volonté d'excellence. Cette volonté d'excellence, C'est quand même, je pense que c'est ça qui a fait la diff. C'est pour ça qu'on a réussi à acquérir des compétences complètement en autodidacte. C'est ça, tout en autodidacte. Qui sont aujourd'hui quand même, on est quand même bien semi-pro, quoi. Mais disons qu'on n'a pas à avoir honte par rapport à d'autres youtubeurs qu'on a pu rencontrer avec beaucoup plus d'abonnés, des chaînes plus grandes, plus vieilles, plus expérimentées. On n'a pas la honte du tout. Non. Après, est-ce qu'on a forcément besoin de s'en comparer? Pas forcément non plus. Être autodidacte, c'est bien, mais ça a aussi son lot de défauts. C'est-à-dire qu'en tant qu'autodidacte, on est obligé de se tromper pour apprendre. Et c'est un petit peu ça le problème. Et c'est aussi pour ça que je voulais toujours faire mieux la fois d'après. Parce que quand je faisais une connerie sur un tournage ou au moment d'un montage, et que je le visualisais après et que j'en avais conscience après, je me disais toujours, la prochaine fois, je ne ferai pas cette erreur. Et c'est aussi pour ça qu'à chaque fois, ça a été mieux. Parce que à chaque fois, il y avait toujours une connerie, toujours un truc à améliorer. Encore aujourd'hui, on en fait des boulettes. On en fait encore, bien sûr. Mais le but ultime des SXZ, peut-être arriver à en vivre relativement convenablement, que notre travail soit reconnu. Mais bon, aujourd'hui, avec l'émission radio, est-ce que c'est pas déjà un peu le cas? Donc, c'est en train un petit peu de prendre
le pas, ça. Mais bon, il faut être patient et puis encore une fois, se rappeler d'où on vient, je pense. Ouais, c'est ça. Là, j'y pense parce qu'en fait, on a signé notre contrat là, il n'y a pas longtemps, enfin, c'est il y a quelques jours. Et le fait de voir que tu es embauché parce que tu as une expertise dans le paranormal et que tu es un référent en paranormal pour animer une émission sur le paranormal. Je dis, ah ouais, putain, merde, c'est marqué quand même noir sur blanc sur un contrat qu'on signe. Putain, ça fait plaisir. Ouais. Et enfin, dernière question, cette fois-ci pour nous deux. Quel moment dans l'histoire de SXZ vous a chacun marqué au fer rouge et à jamais? Moi, si je devais donner un moment, ce serait pour moi mon plus gros phénomène capté lors d'une enquête. Pour moi, c'est ça ce qui m'a marqué vraiment, c'est celui-là. Et c'est, vous savez, si vous suivez la chaîne, les amis, que moi je suis très attaché aux exemples, c'est-à-dire aux manifestations paranormales physiques qui interviennent à la demande. Donc souvent au travers le Ouija. Moi, c'est vraiment la porte qui claque à l'hôpital psychiatrique. Ça, pour moi, c'est the phénomène qui, moi, a marqué vraiment un tournant en ce qui me concerne dans ma vision du monde de l'invisible. Autant avant ce passage-là, avant ce moment-là, je pensais que ça existait. À partir de ce moment-là, j'ai su que ça existait. Tu vois, j'ai vraiment fait un gap dans ma tête où je me dis, là, il n'y a plus aucun doute possible sur la question parce que c'est impossible, tout simplement, c'est impossible. Ah oui, et là, il n'y a pas d'histoire d'interprétation, il n'y a pas d'histoire de croyance. Là, je sais, c'est impossible que ce soit arrivé d'une façon autre que paranormale. Il y a eu plein de tournants en fait dans cette aventure. C'est ça qui est génial, c'est que c'est une aventure qui est hyper riche. Quand on vous rencontre, quand on rencontre des collègues youtubeurs aussi, c'est des moments qui sont passionnants. Quand on rencontre des propriétaires qui vous remercient aussi parce que la vidéo elle rend hommage. Quand on est dans un château qui est pas ouvert au public et que nous on est là et qu'on prend un barbecue, qu'on fait un barbecue, qu'on prend un apéro dans des lieux centenaires, enfin, c'est incroyable. Donc il y a j'ai plein de trucs qui me viennent comme ça, mais des moments comme ça gravés d'une manière indélébile dans ma mémoire. Mais le guéridon du manoir allemand, c'est quelque chose qui m'a quand même vachement marqué parce que franchement, pour moi, c'était une perte de temps ce truc-là. Anthony et moi, franchement. Il n'y a que moi, encore une fois, qui ai insisté. Ah ouais, mais nous on était crevés, on n'en pouvait plus. Moi, je m'étais tapé la route. Et puis on n'avait encore pas les moyens pour prendre des hébergements. Donc il fallait que je me retape la route dans la foulée. Enfin, franchement, j'en pouvais plus, j'étais crevée, quoi. Et quand le truc, il a commencé à bouger, et pas qu'un peu, enfin, je veux dire, ça a été jusqu'à ce que le plateau, il se dévisse. Enfin, moi, je partais du principe dans ma tête, c'est pas possible. C'est un truc inanimé. À quel moment le truc, il peut bouger? C'est pas possible. J'en avais jamais fait, moi. C'était hyper bizarre, parce que j'étais hyper partagée entre l'excitation, comme ça, j'étais là, ouh, putain, c'est un truc de dingue. Et, oh mon Dieu. Vraiment, à l'américaine, c'est oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Genre, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais émerveillée et apeurée, et en fait, j'avais envie que ça continue et que ça cesse en même temps. Enfin, c'était trop bizarre, quoi. Mais c'était une expérience dingue. En vrai, j'ai adoré, quoi. Bon, les amis, on va passer cette fois-ci à une séquence un petit peu plus intime. On va appeler ça le passage un peu confidence de la vidéo. Okay. Je vais poser une question à Julie qu'elle ne connaît pas, une question un petit peu personnelle. Et à l'inverse, Julie me posera une question un peu personnelle sur notre vie personnelle. On a fait beaucoup de personnel dans cette phrase. C'est très personnel, mais bon, vous allez comprendre. Quel événement marquant a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? Forcément, j'ai été hyper marquée par les études que j'ai faites. Ce côté scientifique, cette méthodologie, ce raisonnement. Ça, c'est 5 ans de bourrage de crâne à la fac. Hein, donc, mais c'était pas du tout ce que j'avais voulu faire au départ. Et c'est pareil, hein, ça s'est joué à ça. Hein. En fait, moi, j'ai eu un bac scientifique. Ce qui était tracé, c'était que je fasse un BTS esthétique. Donc j'aurais dû pour devenir esthéticienne. Pourquoi tu t'es orientée dans ce... Parce que j'adorais, moi j'adorais tout ce qui était beauté, soins, esthétisme, vraiment les maquillages. Je trouvais les maquillages artistiques, je trouvais ça passionnant, enfin je trouvais ça magnifique. Voilà, tout ce qui était beauté, ça me plaisait énormément. Okay. J'étais très chichi pompon quand j'étais plus jeune.
Donc, j'ai trouvé une maîtresse d'apprentissage et puis j'ai commencé à faire mon apprentissage. Et il y a déjà des trucs qui m'ont perturbée. Le coup des points là, tu sais qu'il fallait masser les pieds. Ah oui. Et en fonction de quelle zone la personne était sensible, tu pouvais dire si elle avait mal au foie ou ça m'a perturbée. La réflexologie plantaire. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui te paraissait absurde? En fait, franchement, si tu tournes dans les sens des aiguilles d'une montre, ça débloque. Dans le sens dans le sens inverse, ça bloque. Franchement. Pourtant, alors bon, j'avais que un bac S, tu vois. J'avais pas non plus des trucs, des connaissances scientifiques énormes, mais déjà, tu m'avais perdu, quoi. Donc j'apprenais ça en me disant, ok, on est chez les fous là. Ouais. Moi, ça me semblait. Tu n'avais pas besoin d'aller dans le côté paranormal pour avoir des trucs qui te semblent complètement. Ah mais ouais, mais carrément. Et puis on a fait, on a commencé les cours de biochimie. Je me rappelle, on faisait de la biochimie, dites-vous, en BTS esthétique. C'est hyper complet. On faisait aussi du marketing, on faisait de la compta, on faisait plein de trucs. Et la biochimie, putain, je suis tombée. J'adorais cette matière, c'était génial. Au bout d'un moment, j'ai été convoquée par ma chef, par mon encadrante de BTS, par ma maître de stage, qui m'explique que on va arrêter là. On va arrêter là l'apprentissage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle avait un CAP esthétique et qu'elle n'était pas du tout habilitée à former un BTS. Donc, en fait, la chambre de commerce a rendu caduc mon contrat. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est la merde, branle-bas de combat. J'avais quand même déménagé. Mes parents m'avaient pris un appartement. Ah ouais. Oui, j'étais à Montargis. D'accord. Voilà. Donc là, waouh, franchement, c'était chaud. Putain, ma mère, elle était vénère. Elle était pas contente, ma mère. Mais après qui? Après ta maître de stage? Après moi. Après toi, tu y es pour rien, toi? Oui, mais ma mère, elle est exigeante. Donc voilà. Pourquoi t'as voulu faire ça? Ouais, c'est ta faute. Okay. Voilà, oui. Et en fait, je me suis posée, je me suis dit, est-ce que je continue dans cette voie, compte tenu de quand même tout le ramassis de conneries qu'ils avaient essayé de me faire apprendre. D'ailleurs, la réalité du BTS esthétique. Moi, j'ai épilé des jambes. Voilà, j'ai retiré des poils pendant 2 mois. Des poils. Des poils sur des jambes, des poils sous les bras, des poils de moustache et des poils de pubis. Voilà. Je me suis dit, mais putain, mais c'est ça en fait. On commence tous par les tâches ingrates dans tous les métiers en fait. Je sais bien, mais même les massages, tu vois, j'avais eu l'occasion de faire des massages et tout. Même les massages, franchement, sur 3 massages californiens, donc c'était un truc un peu, tu vois, élaboré que j'avais fait. J'avais eu 2 bonhommes, c'était bizarre. Le mec, tu disais, il est là pour un massage ou il est là pour un massage avec une finition. C'était chaud, quoi. C'était vraiment très bizarre. Je sais pas, je me suis pas du tout sentie bien. Donc, j'ai tout laissé tomber. Et puis, j'ai voulu, à la rentrée, me réinscrire en BTS analyse biologique. D'accord. En BTS, moi, j'étais partie pour un BTS, quoi. Sauf que là, la bonne blague, il n'y avait pas Parcoursup, tout ça, c'était... Les temps anciens. C'était avant. La bonne blague, c'est que moi, j'étais déscolarisée, en fait. Sur mon dossier, c'était marqué BIM, déscolarisée. Okay. Et en fait, je n'ai été retenue dans aucun BTS auquel j'ai postulé. Et j'ai postulé large, vraiment très large. Donc, qu'est-ce qui me restait à faire? La fac. La fac. Il y avait que la fac qui m'acceptait. Je me suis retrouvée avec une licence de biochimie et un master de microbiologie. Et finalement, à travailler à la fac, aujourd'hui, en microbio. Finalement, donc, l'événement qui a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui, c'est tes études. Voilà, évidemment, j'aurais pu vous sortir un truc bateau. C'est mes parents, évidemment, que mes parents ont contribué à faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Évidemment que tu as contribué aussi à faire de moi la femme que je suis aujourd'hui. Mais là, il y a eu un twist qui est tellement improbable et qui est tellement salutaire, franchement, que je trouve que c'est un twist. Je regrette pas. Non, c'est sûr. Alors, maintenant que vous avez tous appris que j'ai failli me transformer en Julie l'esthéticienne, et que ça s'est fait à toi maintenant. À moi. Si tu pouvais écrire une lettre à ton toi du passé, qu'écrirais-tu? Je me dirais de plus me défendre. J'ai toujours été quelqu'un de profondément gentil, de pas bagarreur du tout, de très calme.
Et le problème, c'est que ça m'a énormément desservi dans ma jeunesse. Ça. De toute façon, quand tu es discret, taiseux et introverti, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais. T'es marron. C'est exactement ce que j'étais et ça m'a causé énormément de tort. Alors, pour faire simple, j'ai été bolossé pendant toute ma jeunesse. Mais quand je vous dis toute ma jeunesse, c'est vraiment toute ma jeunesse. De la primaire, ça a commencé même en primaire. Ça a commencé en primaire, toi? En primaire, je me rappelle encore du nom du mec qui me traumatisait à l'époque. Ouais. Oh la vache. Moi, c'était ça. Enfin, j'allais dire heureusement, ça a commencé au collège, moi. Et c'est pour ça aussi que j'ai aimé atterrir en fac, c'est que tu es complètement anonyme. Non, moi, ça a commencé en primaire. Et puis même, c'était des mecs même en dehors de l'école. Je rentrais chez moi à pied de l'école. Je tombais sur un groupe de 4 mecs qui me voyaient tout seul. C'était pour moi. Je savais que c'était pour moi. Mais c'était terrible. Et à chaque fois, c'était comme ça. Donc, si vraiment j'avais un message à me transmettre, ce serait vraiment celui-là. Ce serait d'arrêter de baisser les yeux et de rentrer dedans, quoi. Parce que le problème, c'est que alors je sais que c'est difficile, mais c'est avec mon regard d'adulte aujourd'hui, avec cette expérience aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des moments, tu finis même par penser au pire, tellement c'est récurrent et tellement tu as la boule au ventre d'aller là-bas. Tu sais que tu vas te faire racketter, tu vas te faire tabasser, tu vas te faire insulter et que personne va bouger et que c'est très très difficile psychologiquement. Si j'avais eu quelqu'un qui m'avait, ne serait-ce qu'appris à me battre, tu vois, c'est ce que j'aurais aimé que mon père fasse, tu vois, par exemple. Bon, mon père était relativement absent quand j'étais plus jeune, mais j'aurais aimé que je puisse lui parler, lui dire ce qui se passait et qu'il me dise, bah attends, mon petit gars, t'inquiète pas, on va se mettre tous les deux et peut-être, je sais pas, une demi-heure par jour, je vais t'apprendre à te battre. Et comme ça, le prochain qui vient de casser les noix, eh ben, tu vas y mettre un bon coup de tête et ça va calmer tout le monde. Parce que c'est ça la vérité. C'est que plus tu te laisses faire, plus tu te fais emmerder. C'est un engrenage sans fin, en fait. T'es le faible, ça clignote sur ton front. Et le pire, c'est que je pense que ça se sent, tu émanes cette peur et cette timidité et cette fragilité, tu l'émanes de toi sans le vocaliser. Les gens, on est un peu comme dans le règne animal quelque part, je pense. Les animaux forts ressentent les faibles, et ben chez les humains, je pense que c'est pareil. Et ça m'a traumatisé pendant des années et des années et des années. Et si aujourd'hui, je suis quelqu'un de musclé, si j'ai fait des sports de combat pendant 15 ans, si aujourd'hui je suis tatoué de partout, ben, y a une raison à ça. C'est justement c'est un peu pas pour conjurer le sort, mais presque en fait, si vous voulez. C'est pour montrer une barrière en fait. C'est la barrière que j'avais pas à l'époque pour dire, venez pas m'emmerder. Parce que ça va être risqué pour vous. Et c'est ça que j'ai manqué à l'époque, c'est d'arriver à affirmer qu'il fallait pas me faire chier. Mais en même temps, on pouvait me faire chier à l'époque. Je disais rien. Donc vraiment, si j'avais ce message à faire passer, ce serait celui-là. Ce serait te laisse pas faire. Et de toute façon, tu vas avoir mal, donc autant te défendre. Au moins autant te défendre. Pour essayer d'empêcher un engrenage dans lequel tu seras de toute façon perdant, quoi. C'est ça, exactement. Pour ce thread paranormal, je vais vous raconter l'histoire de Richard. Richard, c'est un homme rationnel et sceptique. Il a décidé de raconter une expérience qui a bouleversé ses certitudes. Il ne veut pas convaincre, mais avertir. Richard, c'était un ingénieur en informatique, un homme pragmatique et méthodique qui aimait résoudre des problèmes complexes. Toujours logique, il avait tendance à rechercher des explications rationnelles à tout ce qui l'entourait. Ses amis le décrivaient comme une personne terre-à-terre, rarement impressionnable. Mais vous vous doutez bien qu'il va y avoir un tournant dans la vie de Richard. Tout a commencé un soir d'automne. Richard, il a récemment déménagé dans une vieille maison de campagne située à la périphérie d'un petit village. Cette maison avait été rénovée par un retraité pendant plusieurs années et finalement, épuisé par toutes ces années de labeur, il l'avait vendue à Richard à un prix défiant toute concurrence. La maison, elle est super mignonne avec son architecture ancienne, ses poutres en bois apparentes et un grand terrain boisé. Pourtant, elle avait été inhabitée pendant des années avant que le petit papy ne l'achète, puis la revende par la suite. Dès le premier jour, Richard il a ressenti une présence étrange, une impression persistante d'être observé. La maison semblait avoir une âme, un caractère propre qui s'imposait à lui. Évidemment, Richard il met ça sur le dos de son imagination. Il se dit qu'il est déboussolé parce qu'il n'a pas encore pris ses marques et que c'est la première fois qu'il vit dans une maison aussi isolée et ancienne.
Cette maison, ça a été un vrai coup de cœur pour lui. Il y avait une grande cheminée dans le salon, des fenêtres à guillotine dont certaines donnaient sur ce qui avait été un petit potager, aujourd'hui envahi par la végétation. Ce que Richard adorait par-dessus tout, c'était le vieil escalier en bois qui grinçait à chacun de ses pas. Chaque pièce était empreinte d'une histoire, comme si les murs voulaient transmettre des secrets oubliés. Un soir, alors qu'il se préparait à aller se coucher, Richard il entend un murmure. Au début, il a pensé que c'était le vent qui s'engouffrait dans les fenêtres mal ajustées, mais au fur et à mesure qu'il se concentre dessus, le murmure devient plus distinct, plus humain, et il semble provenir de l'étage. Même s'il n'est pas facilement impressionnable, il ne faut pas oublier que Richard, il est quand même tout seul, et que depuis qu'il a emménagé, il y a une drôle d'impression qui l'accompagne presque constamment. Le cœur battant, il décide quand même de monter au premier, une grosse lampe torche à la main. Sa chambre, elle est donc au rez-de-chaussée, alors il emprunte le grand escalier qui, bien entendu, grince à chacun des pas qu'il fait dans les marches. Il les gravit une à une et arrive sur le palier. Mais là, il se rend compte que le murmure provient de plus loin, du bout du couloir, où une échelle de meunier permet de monter au grenier. Richard, il avance dans le couloir. Il est quand même de plus en plus fébrile. Il essaye de trouver des explications rationnelles, mais il commence à être à court d'arguments. Il déplie l'échelle et atteint tant bien que mal le grenier qu'il n'a jamais visité. L'air est lourd et poussiéreux et chaque pas que Richard fait craquer le sol dans un grincement sinistre. Il y a de vieux cartons et quelques meubles recouverts de draps qui accentuent l'ambiance inquiétante. En balayant la pièce avec sa lampe, Richard il voit rien d'anormal, mais le murmure continue, plus fort maintenant, comme s'il voulait attirer son attention. Finalement, il trouve la source du son, un vieux coffre en bois, caché sous une couverture. Avec une certaine appréhension, Richard il ouvre le coffre. C'est à ce moment-là que le murmure s'arrête brusquement. Dans le coffre, il voit quelques objets anciens. Il y a des photos jaunies, des lettres et surtout un vieux journal intime qui retient tout de suite son attention. Pris de curiosité, Richard il commence à lire le journal. Il appartenait à une certaine Élise, une jeune femme qui avait vécu dans la maison au début du siècle dernier. Dans son journal, elle parle d'un homme qui vit aussi dans la maison avec elle. Elle écrit que cet homme est mauvais, qu'elle ressent sa méchanceté et qu'il lui fait très peur. Richard il est complètement absorbé par ce qu'Élise a écrit, a noté dans son cahier. Puis, plus il lit, plus il se sent connecté à elle, comme si elle lui parlait à travers les pages du cahier. Après cet épisode qui perturbe quand même beaucoup Richard, il ne se passe plus rien d'anormal et il finit presque par se dire que ce qu'il a vécu, c'était une sorte de cauchemar éveillé. Mais après plusieurs semaines de tranquillité, Richard il est à nouveau réveillé par des murmures. Une voix étrange qui cette fois semble provenir de la cave. Alors Richard, une fois encore, il se lève et il tente de remonter à l'origine de ce son bizarre. Il descend le petit escalier en pierre et il arrive dans la seule et unique grande pièce de la cave de la maison. Le sol est en terre battue et de la poussière se soulève à chacun des pas de Richard. Tous les murs sont en pierre, mais dans un recoin de la pièce, il remarque qu'une partie du mur est recouverte par des planches. Richard il braque la lumière de sa lampe sur les planches, il s'approche et colle son oreille sur le bois. Les murmures viennent de l'autre côté. Là, Richard n'y réfléchit pas. Il prend un bout de ferraille qui traîne par là et il arrache les planches une à une. Quand il réussit finalement à faire sauter toutes les lattes, les murmures cessent brusquement. Il est face à une espèce de petite porte. Richard il avance sa main, il pousse la porte et il se fige. Derrière la porte, il y a une petite pièce avec un plafond bas et pas de fenêtre. Ça sent le renfermé, l'humidité et la moisissure. Il y a une chaise vermoulue au milieu de la petite pièce, mais surtout, il y a une chaîne accrochée à l'un des murs et des sortes de sillons dans le sol en terre battue. Comme si quelqu'un avait essayé de s'enfuir désespérément. Richard il finit par faire le lien avec ce qu'il a catalogué comme un cauchemar quelques semaines auparavant et il repense au journal écrit par Élise. Il comprend alors qu'Élise avait été retenue captive ici. Les murmures étaient son appel à l'aide. C'en est trop pour Richard qui quitte la cave en courant et qui contacte les autorités. Une enquête a révélé que la maison avait appartenu au siècle dernier à un homme riche et influent, Charles Dunant, et qu'il avait été soupçonné de crimes horribles, mais qu'il n'avait jamais été inculpé.
Alors Richard, il a voulu faire ses propres recherches pour tenter de comprendre ce qui s'était passé dans la maison. Il est allé à la mairie, il a interrogé les anciens du village et il a consulté des archives et des vieux journaux pour chercher un maximum d'informations. Au bout du compte, il a finalement découvert des articles de journaux et des registres qui parlaient de disparitions mystérieuses dans la région, toutes liées à la même période durant laquelle Élise vivait ici. L'homme qui possédait la maison à l'époque, le fameux Charles Dunant, était un notable respecté en public, mais il y avait de folles rumeurs qui circulaient sur des pratiques occultes qui lui auraient permis de faire fortune. Un des articles parlait de rituels étranges qu'il organisait dans la maison et des témoins anonymes affirmaient avoir entendu des chants et des cris provenant de la propriété. Mais la police n'avait jamais trouvé de preuves suffisantes pour l'inculper. Charles Dunant était finalement mort dans des circonstances mystérieuses et la maison était restée inoccupée pendant des décennies jusqu'à ce que le retraité ne la rachète avant de la revendre à un prix défiant toute concurrence à Richard. L'enquête de Richard a également révélé qu'Élise était une de ses servantes. Dans son journal, elle avait écrit qu'elle projetait de s'enfuir car elle soupçonnait Charles Dunant de faire de mauvaises choses. Les écrits dans le cahier s'arrêtent peu après. Richard, il en déduit donc qu'elle a certainement été faite prisonnière et enfermée dans la cave par Charles Dunant pour l'empêcher de parler. Et qui sait, elle n'avait peut-être pas été la seule à s'être retrouvée ainsi piégée dans cette toute petite pièce sombre et humide. En tout cas, Richard, il n'a jamais réussi à expliquer l'origine des murmures qu'il avait entendus dans la maison et qui l'avaient finalement conduit à faire ses découvertes et qui l'ont mené tout droit au passé d'Élise et de sa sombre histoire. Une fois qu'il a eu fini ses recherches et qu'il a pu retracer le passé trouble de sa maison, il a décidé qu'il était temps de partir. Richard, il a mis la maison en vente et il a commencé à chercher un nouveau logement. Avant de partir, il a fait appel à un prêtre pour bénir la maison, espérant apporter un semblant de paix aux âmes tourmentées qui résidaient probablement encore dans la bâtisse. Depuis qu'il a quitté la maison, Richard, il n'a plus ressenti de présence étrange ni entendu de murmure. Mais l'expérience l'a profondément marqué. Il ne peut plus ignorer l'existence du paranormal et il garde toujours à l'esprit que certaines forces sont au-delà de notre compréhension. Alors si un jour vous entendez un murmure dans les ombres, n'ignorez pas cet appel. Vous ne savez jamais quel secret il pourrait vous révéler, ni à quel prix. Bon voilà les amis, c'est terminé. On espère que ce nouveau format vidéo vous a plu. Et puis si c'est le cas, vous connaissez les bails, bien sûr. Hein. Évidemment, il faut liker la vidéo, laisser un petit commentaire et la partager. C'est très important pour nous, pour le référencement de la chaîne. Et ça nous montre que vous avez aimé cette nouveauté sur cet ovni pour l'instant chez nous. Mais on a énormément envie de continuer à vous partager un petit peu ces instants comme ça. Donc allez-y, faites exploser tout ça. Ouais. Et puis si jamais cette vidéo vous a plu, on en refera une autre. Peut-être que ça donnera même lieu à une série de vidéos. Exactement. Et ça, c'est vous qui décidez. Donc les amis, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, ou peut-être, je ne sais pas, bon appétit. Et puis on vous dit à une prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite, ciao.